Science en récit, un podcast de l'université Claude Bernard Lyon 1. Depuis plus de 20 ans, Philippe Grandjean pilote des drones pour l'université Lyon 1. Volcans indonésiens, empreintes de dinosaures, récifs coralliens, les images aériennes capturées par Philippe font avancer la science. Il nous raconte quelques-unes de ses missions passionnantes. Bonjour Philippe, merci de nous accueillir dans ton bureau à l'université Lyon 1. Alors cet épisode sera un peu particulier puisque je te poserai également les questions proposées par nos étudiantes et nos étudiants. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter ? Bien, bonjour, oui, donc je m'appelle Philippe Grandjean, je suis donc assistant ingénieur au sein du laboratoire de géologie de Lyon qui fait partie donc de l'Observatoire des sciences de l'univers de Lyon. Alors un drone en sciences, ça sert à quoi ? Quel est son intérêt pour la recherche ? Alors le spectre d'utilisation des drones est très très large, hein, et bon, dans notre domaine, donc en géologie, on se sert des drones principalement pour faire de la modélisation numérique en 3 dimensions, pour avoir des rendus topographiques. Donc on étudie avec ça les glissements de terrain, les bassins versants, les transports sédimentaires dans les rivières. On fait du suivi côtier aussi pour voir à quelle vitesse reculent les falaises ou les plages, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup d'applications potentielles pour les drones en géologie, mais pas qu'en géologie, dans pas mal de domaines. Alors avec tes drones, tu as survolé des volcans en Indonésie ou en Islande, des empreintes de dinosaures, un site archéologique au Chili, les plages du Bénin, du Sénégal et du Vietnam, les récifs coralliens de l'île de la Réunion et les rivières de la Guadeloupe. Bref, de nombreuses missions que l'on imagine toutes passionnantes. Peux-tu nous raconter l'une d'entre elles ? Comment se passe une telle mission ? Oui, alors c'est vrai que c'est des destinations qui font un peu rêver, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on est là-bas pour travailler et qu'en fait on a souvent très peu de temps sur place. On part entre 10 et 15 jours. Et souvent les missions sont très très denses, donc il faut beaucoup préparer la mission en amont, c'est-à-dire savoir ce qu'on va faire, avec quel matériel. Souvent quand on est dans des pays un peu, comme en Islande par exemple, on est très très loin de tout, il faut rien oublier, il faut vraiment avoir tout son matériel prêt à fonctionner. Puis aussi il faut avoir un peu de chance, parce que des fois les bagages n'arrivent pas et on se retrouve sans rien, et c'est un peu compliqué. Alors tes drones ont également capturé des images d'empreintes de dinosaures sauropodes, de gigantesques herbivores au long cou, découvertes dans l'Ain en 2009. Peux-tu nous dire ce que cela fait de voir ces traces et qu'est-ce que les images de drones ont permis d'apporter à cette découverte ? Alors c'est très impressionnant, hein, parce que c'est un recul dans l'histoire qui est fabuleux. De voir des traces qui font 1 mètre de diamètre, c'est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Alors les voir de haut, ça permet en fait de voir un peu mieux les distances entre chaque trace, et puis d'estimer en fait les grandeurs des animaux qui sont passés par là. C'est aussi avoir une vue d'ensemble et pouvoir imaginer. Là je crois de mémoire que la trace faisait 140 ou 160 mètres de long, c'est une des plus grandes du monde, découverte à ce jour, et donc c'était intéressant d'avoir ces vues de haut avec toutes ces traces qu'on avait préalablement peintes pour les reconnaître de façon, parce qu'il y avait plusieurs traces de plusieurs animaux différents, et voir un peu comment ces animaux préhistoriques évoluaient. Alors quelle autre mission t'a particulièrement marqué et pour quelle raison ? Je crois que chacune de mes missions me laisse un souvenir inoubliable souvent, mais je dirais l'Indonésie, parce que j'ai travaillé sur les bassins versants du Merapi, c'était quelques temps juste après une éruption. C'était assez impressionnant de voir la trace de l'éruption qui avait traversé certains villages et qui les avait totalement enfouis. Et donc là, on est au contact de ce que peut faire la nature, et c'est vraiment impressionnant de voir ces choses-là. Alors peux-tu maintenant nous raconter tes missions au Bénin, au Sénégal ou au Vietnam ? Alors ces missions-là, c'était des missions qui étaient destinées donc dans le cadre d'une ANR qui s'appelait COSVAR, et donc où on devait mesurer en fait le recul des plages après des événements météorologiques un peu violents. Donc comme au Vietnam, c'était après un typhon. Donc la manip était pas compliquée. On devait en fait tous les jours imager la plage, fabriquer un modèle numérique de terrain, donc très précis, de l'ordre de quelques centimètres, et voir un peu ce qui se passait si le sable montait ou descendait. C'est assez impressionnant de voir que, comme au Vietnam par exemple, qu'en une dizaine de jours, on avait une restitution
accumulation de sable de plus d'1 mètre de haut, quoi. Alors qu'à l'œil nu, on s'en rendait à peine compte que la plage avait changé. Et donc là, les outils comme le drone sont très utiles parce qu'on peut suivre de façon très précise l'évolution de la plage après un typhon. Peux-tu nous raconter également ta mission sur le site archéologique au Chili ? Alors le site au Chili, c'était assez extraordinaire aussi, parce que c'était au fin fond de la Patagonie, donc on était coupé du monde complètement. On a passé une quinzaine de jours en autonomie totale, donc sans téléphone, sans contact avec l'extérieur, donc c'était un bon moment aussi. Et on travaillait avec des chercheurs chiliens et argentins, des pontes dans leur domaine qui font de la paléontologie. Donc le drone, là, dans ce cas-là, c'était un peu pour recentrer les fouilles par rapport au contexte géographique local. C'est-à-dire qu'en fait, on se rendait compte que les hommes préhistoriques se mettaient à l'abri au creux des volcans, dans les cavernes, et on passait la majeure partie de leur temps au sein des cratères. Tu es parti en mission en Guadeloupe. On va écouter quelques sons de cette mission. Et avant cela, est-ce que tu peux nous expliquer les objectifs et le principe de cette mission ? Oui, alors depuis quelques années, on a mis en place, donc dans une rivière en Guadeloupe, pour un peu mesurer les transports dans la rivière, on a mis en place des puces RFID. Ces puces, tu sais, c'est les trucs qu'on met sur les vêtements pour pas qu'on vole les vêtements dans les magasins. Et sauf que celles-ci, elles sont un peu plus sophistiquées et qu'elles émettent un signal. Donc on les place dans des supports qui sont des pierres, des cailloux de différentes tailles, qui vont de quelques kilos à quelques centaines de kilos, parce que les phénomènes cycloniques sont importants et donc il y a beaucoup de déplacements. Et donc on met ces puces RFID en place, et chaque année on survole la rivière avec le drone et on voit de combien elles se sont déplacées. Ça permet aux chercheurs d'estimer en fonction de la force du cyclone les déplacements de matière. Donc voilà, les sons que vous allez entendre, ça a été pris lors de cette mission. On peut faire 2 groupes, hein. Ouais, on fait 2 ou 3 groupes On a 40 de 15 puces. On a 40 puces. Ok. Bon, ok, donc on a fini de poser les puces au long de la rivière, donc on va maintenant décoller avec le drone pour les repérer et pour voir où elles se situent exactement. Donc on va y aller. Alors là on monte. Donc voilà, je vais donc les demandes d'autorisation. Voilà, ça c'est fait. Donc on est dans les clous. J'essaye de voir avec quand même dans le clou pour avoir une vue d'ensemble. Je monte. Alors tu nous as essentiellement parlé des applications en sciences. Existe-t-il d'autres domaines d'application pour les drones ? Oui, il y en a dans plein de domaines différents, et je peux en parler plus précisément d'une qu'on a mis au point ensemble avec un laboratoire de l'UFRAPS, qui est un système donc qui permet de filmer des événements sportifs en se rapprochant du public, qui est dans la réglementation actuelle interdit, et qui, grâce au système qu'on a mis au point, peut nous permettre de nous rapprocher du public. Donc en fait, ce développement a fait l'objet d'un dépôt de brevet dont je suis co-inventeur, et a abouti à la création d'une start-up qui maintenant travaille dans ce domaine-là pour filmer des événements sportifs qui peuvent être des matchs de rugby, de foot, mais aussi plus récemment, nous avons filmé par exemple le Kandahar, la descente, enfin c'était pas la descente, c'était le slalom géant de Chamonix. Alors après 20 ans aux commandes de drones, on imagine qu'ils n'ont plus de secret pour toi. Une de nos étudiantes se demandait jusqu'à quelle altitude et jusqu'à quelle distance un drone peut-il aller ? Alors, on est très contraint dans le domaine des drones par la réglementation. Donc l'altitude maximum c'est 120 mètres. Et puis en distance, je dirais qu'on est un peu moins contraint, puisqu'on peut se déplacer dans un rayon d'1 kilomètre. C'est-à-dire qu'on peut faire 2 kilomètres de profil à peu près. Sous certaines conditions et dans certains lieux, pas partout. On ne peut pas traverser la ville de Lyon en drone par exemple. Quelle est la résolution des images prises par un drone ? Alors elle va dépendre du capteur embarqué bien évidemment, et puis de l'altitude à laquelle on va voler. À l'heure actuelle, on peut très bien avoir des MNT qui sont d'une précision inférieure à 5 cm en volant avec des drones maintenant standards. Quand on a commencé, on avait des drones de 20 kg qui remplissaient la même tâche. Maintenant, un drone de quelques centaines de grammes fait la même chose. L'évolution est absolument impressionnante. Et une autre question aussi, est-il possible d'aller visiter des grottes ? En drone ? C'est pas très commode parce que les drones se servent principalement des satellites pour se déplacer et pour avoir leur système de navigation. Alors on peut le faire sans l'aide des satellites, il faut simplement bien piloter. Et enfin, est-ce que tu as déjà perdu des drones pendant tes missions ?
Oui, 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 ça m'est arrivé, pas beaucoup de fois, mais quelques fois. Je me souviens d'une anecdote, j'étais allé à la DGAC il y a longtemps de ça pour un peu parler d'un projet, et le responsable des drones de la DGAC à Paris m'avait dit que le droniste qui disait qu'il n'était jamais tombé ou qu'il avait jamais perdu un drone était un menteur. Et ça m'avait marqué, mais c'est vrai, complètement vrai, ça arrive. La panne principale du drone, c'est ce qu'on appelle le fly-away. C'est-à-dire que le drone, vous perdez le contrôle et le drone s'en va et vous pouvez rien faire que de le regarder partir, quoi. Donc ça m'est arrivé une seule fois. J'ai pas pu le récupérer. Bon, j'étais dans un endroit désertique, donc ça n'a pas eu de conséquences. Mais c'est vrai qu'il faut être prudent et on comprend pourquoi il y a une réglementation et pourquoi il y a des règles. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que la DGAC ? Alors c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile, c'est ce qui règle tout ce qui est aérien en France, donc au niveau aviation civile. Et donc quand il y a eu un essor des drones assez important, en 2012, il y a eu donc une réglementation qui a été mise au point par la DGAC, donc en concertation avec les équipes qui faisaient du drone. Donc évidemment c'est contraignant, mais je pense que c'est quand même nécessaire. Alors, est-ce que tu as d'autres anecdotes insolites à nous raconter ? Alors, par exemple, je crois avoir entendu parler d'une histoire d'attaque par un oiseau. Ah oui, ça m'est arrivé sur les côtes normandes. Alors, j'avais juste oublié qu'on était en période de nidification, et donc, en fait, les mouettes étaient très, très agressives avec mon drone. J'avais lancé une mission donc en mode automatique, donc le drone se déplaçait tout seul, mais je voyais les mouettes raser mon drone. J'ai eu très peur, pour tout vous dire. Mais bon, ça s'est bien passé. Mais les oiseaux, c'est un vrai problème. Assez régulièrement, on a des oiseaux qui s'approchent très très près, ouais, des drones. Et est-ce que tu as eu d'autres soucis techniques ? D'ailleurs, est-ce que c'est capricieux un drone ? Je dirais que nous, on a commencé il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on avait des drones qui n'étaient même pas des drones au final, puisqu'ils n'étaient pas équipés à l'époque d'autopilote. C'était plutôt des engins radiocommandés, type hélicoptère, voire parapente motorisé. Ensuite, on est arrivé avec les multicoptères à des drones qui sont des drones étagères, qui sont, je dirais, très très faciles à piloter. Maintenant, un enfant de 12 ans peut très bien piloter un drone très facilement. Par contre, là où ça se complique, c'est quand on a un problème sur le drone. Et là, les gens savent souvent pas très bien répondre aux soucis qu'ils rencontrent parce qu'ils sont pas formés pour ça. Donc oui, moi j'ai eu pas mal de problèmes de fly-away en Islande que j'ai pu résoudre assez facilement. J'ai jamais eu, j'ai pas perdu de drone en fait. Il m'est arrivé de tomber avec des drones en Islande aussi parce que le magnétisme est très compliqué et donc les appareils de contrôle du drone étaient devenus un peu fous. Mon drone se déplaçait dans tous les sens. Encore une fois, c'était dans une zone qui était désertique, donc ça n'a pas eu de conséquences. Mais maintenant, les drones sont devenus tellement petits et bon marché que c'est devenu quasiment un matériel consommable, quoi. C'est-à-dire quand vous cassez un drone, bon, vous en changerez, vous en reprenez un autre et tout va bien, quoi. À l'époque, on avait des drones, nous, qui étaient fabriqués en partie au laboratoire, avec des appareils photo réflexes qui valaient une petite fortune, donc quand on tombait, c'était pas terrible, quoi. Alors l'usage du drone se développe de plus en plus. En science, est-ce que c'est un métier d'avenir, pilote de drone ? Alors, ça se développe de plus en plus dans tous les domaines, en sciences notamment. Un domaine d'avenir, oui, sans doute. On ne pourra plus reculer maintenant parce que ça apporte tellement de choses dans tellement de domaines que ça va devenir incontournable. Mais pour en vivre, c'est un peu plus compliqué. Pour faire de la science, c'est parfait. En ce qui te concerne, après une longue carrière de pilote de drone, tu pars bientôt à la retraite. Quel regard portes-tu sur ta carrière ? Qu'est-ce que tu retiendras des aventures vécues avec ces drones ? Ouais, c'est vrai que le temps passe vite. Ma carrière, en fait, je ne l'ai pas choisie. C'est arrivé comme ça. Quand je suis arrivé au labo, je faisais de la microscopie électronique et de l'analyse principalement. Et grâce à l'arrivée d'un nouveau chercheur qui s'intéressait à la haute résolution aérienne, on est parti là-dessus un peu à la découverte de ce qu'on pouvait faire. Et on a été vraiment précurseurs parce qu'on est le premier labo en France à faire ça. Même le CNRS s'est servi de notre manuel d'activité particulière qu'on doit déposer auprès de la DGAC. Donc ça a été enrichissant. Ce que je retiendrai principalement, c'est les voyages que j'ai faits grâce à ce métier-là, et puis les gens que j'ai rencontrés surtout. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont super, et de rencontrer des gens lors de mes missions qui sont tout aussi intéressants. Donc ça, oui, c'était vraiment un gros plus humainement, c'était vraiment enrichissant. Quand on part en mission à l'étranger, on a toujours un local avec qui on travaille, quelqu'un qui nous aide. Et je pense à tous ceux que j'ai rencontrés qui ont été vraiment sympas et qui nous ont facilité la tâche. Merci beaucoup Philippe pour cet entretien et on remercie également nos étudiantes et nos étudiants pour leurs questions.
Cet épisode vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner au podcast Science en Récit.